Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas, si vous êtes nouveaux, bonjour, moi je m'appelle Méranie et j'ai un blog littéraire sur Instagram et TikTok au nom de La Blonde Rousse, le même nom de la chaîne YouTube. Sinon, si vous me connaissez des réseaux sociaux, vous savez que ça fait longtemps que je parle de commencer un YouTube. Je trouvais jamais l'opportunité de commencer. Je trouvais jamais le temps non plus de le faire. Et là, les vacances ont commencé et j'ai mais beaucoup de livres à vous présenter pour le mois de juin. Alors, j'ai décidé de vous parler de mon bilan du mois de juin, mais sur format long. Et voici donc les 18 livres que j'ai lus au mois de juin et que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai fait mon TikTok de bilan rapide hier et sans coupure, il est à 30 minutes. Alors, j'espère que ça sera pas trop long pour vous. Même pour moi, ça va être pénible. Alors, je vais déposer ça là. Et on est parti pour mon bilan du mois de juin. Bon, je viens de réécouter le clip vite, puis la qualité, si je le mets là, c'est pas terrible. Alors, je vais garder le micro avec moi dans mes mains. Le premier livre que j'ai lu au mois de juin, je l'ai lu en fait au mois de mai, mais c'était quand j'étais en voyage à Londres. Et c'est l'année où je suis sortie de mon aquarium de Karine Glorieux. C'est un young adult, c'est un livre québécois aussi. Le résumé vite, c'est qu'on suit Raphaël dans les années 1990, qui vient du Québec, mais qui va vouloir partir à Londres pour aller travailler en tant que fille au père. Globalement, c'est que tu travailles dans une maison de riches, tu dois surveiller les enfants, un peu comme une femme de ménage, sauf que eux ils appellent ça fille au père. Je dois dire que j'ai eu un peu de la misère avec le début. Moi, avec les young adults, ce qui me dérange, et quand je mets dérange avec des guillemets, c'est que ça me dérange pas tant que ça, c'est juste que c'est moins ma préférence, c'est que la plume devient infantilisante, puis c'est vraiment un caractère comme adolescent. Puis moi, j'aime moins ça. J'aime quand la plume est travaillée, j'aime quand l'histoire est travaillée. Ce que j'ai remarqué, par contre, et ce que j'ai adoré, c'est que plus le personnage évoluait au fur et à mesure de la lecture, plus les pensées du personnage devenaient plus matures et plus la plume prenait de maturité. Ce qui fait en sorte qu'au final, j'ai vraiment aimé l'histoire. Aussi, le livre commence avec une certaine légèreté, tu sais, la frivolité de l'adolescence, j'ai le goût de dire, alors que plus le livre avance, plus on aborde des sujets qui sont assez importants. On parle de maladie mentale, on parle on parle d'être un peu mis de côté comme enfant parce qu'il y a un enfant qui est plus problématique, donc la présence des parents est pas très là. C'est des sujets qui sont pas faciles, surtout quand je remets en contexte que notre personnage principal, c'est une adolescente, puis que c'est dans l'adolescence, tu sais, on se recherche, on veut savoir où on veut aller, puis la présence des parents est super importante pour nous aider à aller plus loin avec ça. Sauf que là, si les parents sont moyennement présents pour elle parce qu'ils veulent se concentrer sur l'autre enfant, ben ça fait en sorte elle est en recherche d'elle-même. Puis c'est l'une des raisons pour laquelle je comprends pour laquelle elle a décidé de quitter le nid familial seulement à 17 ans. Elle a passé ses 18 ans à Londres. What a dream! Je me suis attachée au fur et à mesure au personnage de Raphaël. Au début, comme je disais, j'avais de la misère à m'attacher parce que je trouvais qu'elle était un peu égoïste. Elle réfléchissait pas à ses pensées. Elle avait la maturité d'une adolescente. Je sais que pour certains, ça pourrait être un préjugé ce que je viens de dire, mais je sens que d'autres personnes vont comprendre ce que je veux dire avec ces propos-là. Mais en soi, je déteste pas le personnage de Raphaël. J'avais peut-être moins d'attache avec elle. Mais à la fin de l'histoire, j'ai trouvé une, une, une authenticité chez Raphaël. J'ai compris d'où venaient ses struggles, puis pourquoi elle réagissait d'une telle manière. Ça a fait en sorte que j'ai été capable de m'attacher à elle au lieu de dire comme voyons je comprends pas. Puis c'est ça, ça fait que c'est vraiment un bon livre young adult. Puis ouais, j'ai été vraiment surprise de la plume, j'ai été surprise de l'histoire. Je pensais pas qu'elle allait avoir une intrigue aussi dramatique en arrière. Moi, je pensais que c'était vraiment un livre comme un peu frivole. Mais bref, j'ai bien aimé ma lecture. Je lui ai donné la note de 4 sur 5. Ensuite, le deuxième livre, je l'ai pas avec moi parce que c'est mon ami qui me l'a prêté quand on était en voyage et c'est Les quatre filles du Dr. March. Sur Instagram, je l'avais mis dans mon 26 livres en 2026, sauf que je connaissais rien de l'histoire. Moi, je l'avais rajouté parce que c'était un classique, puis j'avais eu des bons retours de personnes qui me disaient qu'ils voulaient vraiment que je lise cette histoire-là. Fait que je l'ai lu. J'ai vraiment aimé le côté slice of life de l'histoire. De juste comme à chaque chapitre, pardon, on suivait une des quatre sœurs. Il y avait tout le temps une petite morale à la fin.
Puis je veux pas dire qu'il y a pas de ligne directrice. Il y en a une. Parce que à la fin, on arrive à la tension dramatique de l'histoire, puis c'est là où on fait comme oh mon Dieu, OK, là, faut que ça se règle, ça va mal. Puis ça nous permettait aussi d'en apprendre plus sur les 4 sœurs et comment elles évoluaient au fur et à mesure que leur vie avançait. J'ai trouvé, encore une fois, que la plume était peut-être vraiment plus adaptée pour des jeunes, dans le sens où c'est une plume qui est travaillée pour qu'un enfant comprenne bien. Fait que moi, ça faisait en sorte que j'étais un peu comme genre, ben, c'est un peu infantilisant, mais c'est pas moi le public cible. Fait que c'est normal que je trouve ça infantilisant parce que c'est pas un livre qui est fait pour moi de base. Puis je remets aussi le contexte de l'écriture de l'époque, bien évidemment. J'ai vraiment aimé cette douceur-là qui est apportée dans le livre. La fin m'a tenue en haleine tout le long, puis mon amie, elle l'avait lu avant moi, fait qu'on en a pu en jaser, puis il y avait des trucs sur lesquels on était d'accord, sur d'autres points, on n'était pas d'accord. Des fois, il y a des réactions du personnage de Joe, qui est comme le personnage un peu principal de l'histoire, où on était comme, mais pourquoi elle réagit de même? Donc, ça a rendu un peu le processus de mon appréciation un peu plus long, parce que je savais vraiment pas quoi en penser. J'aimais ça, mais je trouvais ça infantilisant. Je trouvais ça un peu boring, mais en même temps, j'aimais la douceur. Fait que c'était comme un peu contradictoire pour moi, tout ce que je pensais par rapport à ce livre-là. Puis finalement, je vous dirais que c'est vraiment la fin qui a sauvé un peu pour mon histoire, parce que j'étais comme, où est-ce qu'on s'en va? Puis finalement, j'ai adoré la fin. Ça fait que j'ai donné une note de 4 étoiles pour le livre. Et par la suite, récemment, au moment où je tourne la vidéo, j'ai vu l'adaptation des 4 filles du Dr. March, donc Little Woman, qui était adaptée au cinéma par Greta Gerwig. En général, j'ai aimé ça. J'ai aimé l'esthétique du film. Bien évidemment, j'ai trouvé ça vraiment beau. Un beau film en général. Puis je l'ai trouvé vraiment moins infantilisant que dans le livre. Fait que ça fait en sorte que je l'ai apprécié un peu plus. La fin m'a totalement déchirée. Mais ouais, j'ai vraiment aimé la finalité de tout ça, puis je suis vraiment contente des choix qui ont été faits pour le film. Donc voilà. J'ai lu le premier tome de Harry Potter, donc c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. C'est mon premier livre en anglais depuis le secondaire. Je vais pas nommer d'âge ou combien de temps ça fait que je suis plus au secondaire, mais ça fait quand même un petit bout. Fait que ce qui fait en sorte que j'avais vraiment peur de commencer la lecture, mais je voulais vraiment acheter la copie en voyage. Je l'ai trouvé dans une librairie usagée qui s'appelle Oxfam. On l'a acheté à Bath, puis j'étais tellement contente. On avait fait tellement de librairies usagées, puis on le trouvait nulle part. Fait que quand je l'ai trouvé, j'étais juste comme I'm taking it home, tu sais. Je vais être totalement honnête, moi, je suis pas trop dans l'univers de Harry Potter. Ce qui m'a vraiment donné envie de lire le livre, c'est que je suis allée au studio Harry Potter avec ma blonde, qui est mon amie avec qui je suis allée. Ma blonde égale mon amie, d'accord? Fin de l'histoire, c'est pas ma blonde, c'est vraiment mon amie, mais je l'appelle comme ça. On est allé voir le studio Harry Potter, puis j'avais vraiment accroché. C'était tellement immersif. On explique vraiment de comment les films ont été faits, comment les CGI sont faits, quel choix a été fait pour telle affaire. Puis ça m'a vraiment donné le goût d'embarquer dans l'univers. J'ai au moins écouté les films au moins tous une fois. Bon, il y en a certains que genre, je me souviens pas pantoute, mais je suis pas mal certaine que je les ai lus. Le premier, c'est celui que j'ai le plus écouté. Donc c'est celui qui était le plus vivide dans ma tête. Mais ça a été quand même difficile pour moi d'embarquer dans l'univers, considérant que le début du livre n'est pas pareil que le début du film. Fait que j'ai dû comme tout revoir ce que je connaissais déjà de l'univers. Et aussi, on est dans un point de vue narrateur, mais du point de vue de Harry. Fait que là, le début, on parlait de l'oncle et de la tante, genre, puis j'étais comme, mais je comprends pas. Et puis, c'est écrit pour des enfants, mais ça reste très complexe pour moi, ok? Ce qui fait en sorte que ça m'a pris vraiment plus de temps à le lire que d'habitude. Je l'ai lu dans un 6 heures d'avion et j'ai lu genre moins de 134 pages. Je lisais 30 pages par heure. Pour vous donner une idée, moi, mon pacing, c'est à peu près 60 pages par heure, ce qui donne à peu près une page par minute. Puis sur certains livres, je suis capable de lire 100 pages par heure, mais c'est plus rare. Mais j'ai vraiment aimé lire le livre. Ça m'a vraiment donné une idée de l'univers. Puis ça m'a donné aussi des indications sur comment est Harry. Parce que moi, dans ma tête, c'est un petit gossage, c'est un petit gars qui juste connaît rien de sa vie. Ce livre m'a prouvé le contraire. Ce jeune homme est tellement insolent, ce qui fait en sorte que genre, ben je me suis attachée au perso. Il est tellement insolent puis j'aime ça. Mais ce qui fait quand même en sorte que j'en ai appris davantage sur le personnage. Vraiment j'ai réalisé que genre plein d'affaires sur lesquelles je pensais que j'avais pas réalisé que c'était pas le cas. Mais comme je vous dis, je suis pas dans l'univers du tout, fait que je connais absolument rien des films, je connais rien de l'univers. Puis des fois, je posais des questions à mon amie slash ma blonde pour qu'elle m'aide à comprendre certains trucs tellement que j'étais comme
mais pourquoi? Vraiment, j'ai adoré le livre. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, puis ça m'a vraiment donné le goût de lire le deuxième. Fait que c'est sûr que je le lis au mois de juillet. C'est sûr, 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 sûr. Il y a quelques différences au niveau du livre par rapport au film, mais c'est pas des différences qui, selon moi, étaient majeures. Mais ce qui a été vraiment dur pour moi, c'est Hagrid. Imaginez un joual québécois, mais en anglais. What the fuck? Bref, j'ai vraiment aimé, je lui ai donné la note de 4 sur 5. Ensuite, j'ai reçu un service presse des éditions Albin Michel et c'est Les ailes de la forêt de Jamie Gourmaud. Si ça vous intéresse, j'ai fait un vlog lecture là-dessus sur TikTok, fait que je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse. Jamie Gourmaud, vous le connaissez peut-être, c'était lui qui était dans C'est pas sorcier. Et là, il a écrit un roman d'aventure. Donc, on suit le personnage de Émile. Ça se passe dans les années 1920 ou 1960? 1924. Et il est collectionneur de papillons. Et il a une boutique à Paris où il prend des papillons puis il les revend. Vraiment comme une œuvre d'art, là. Et là, il décide de retourner en Guyane parce que son commerce va pas bien. Puis il veut trouver une espèce de papillon qui est vraiment, vraiment rare. Fait qu'il va s'allier avec une femme, il va s'allier avec un homme qui va l'aider à se déplacer dans la forêt. Il va se faire une petite équipe pour pouvoir chasser les papillons. Puis au-delà de comme le côté aventure, il y a comme une espèce de d'enquête policière qui embarque en même temps. Parce qu'évidemment, ben plus un papillon est rare, plus on a envie d'avoir ça. Puis tu sais, il y a vraiment une contrebande de papillons, là. Moi, je savais pas que ça existait. Mais quand tu y penses, c'est logique. Il y a de la contrebande d'œuvres d'art, ben il peut y avoir de la contrebande de papillons. Et il y a aussi une petite intrigue amoureuse. Les chapitres sont extrêmement courts, fait que ça fait que c'est un pacing assez rapide. On a comme plusieurs parties à l'histoire. On a la première partie où Émile retourne en Guyane, ils sont en Guyane, puis ensuite il doit retourner à Paris, fait que ça c'est comme une autre partie de l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment intriguant à la fin, comment ils ont réussi à résoudre l'enquête. Je trouvais ça vraiment cool. Je trouve qu'il y avait vraiment un bel équilibre entre aventure, enquête, amoureuse. Tu sais, il y avait pas trop de ces sujets-là, genre. C'était vraiment un bel équilibre. Fait il y avait pas trop d'aventure, mais il y avait pas trop d'intrigue amoureuse, mais il y avait pas trop non plus de suspense. Vraiment un beau mélange pour ça. Il y avait cependant comme vraiment beaucoup de couches à traiter dans ce livre-là, ce qui fait en sorte que, selon moi, pas tout a été réglé à la fin du livre. J'aurais vraiment aimé que certains sujets ou certaines questions, certaines interrogations que le personnage avait, j'aurais aimé qu'ils soient toutes réglées à la fin. Sauf que ça n'a pas été le cas. Autant les personnages principaux sont super bien développés, autant je trouve qu'il manquait vraiment de développement pour les personnages secondaires. À part peut-être pour le personnage de François, où on en apprend un petit peu plus. Pour la femme aussi de Émile. Autrement, je trouvais qu'il en manquait peut-être un peu. La relation entre Émile et Florine est super belle, mais je savais pas d'où sortait leur relation parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'ils se connaissaient déjà. Mais je trouve qu'on n'avait pas assez d'infos pour pleinement apprécier le début de romance qu'il y avait. Fait que, ce qui fait en sorte que je me suis moins peut-être attachée au couple, mais j'aimais les personnages quand même bien individuellement. Vraiment, la plume et l'univers, pardon, m'a vraiment fait penser à celui de Guillaume Musso. Dans la manière dont les thèmes sont traités, dans la manière où les enjeux sont lancés et la manière dont l'action se déroule, je trouvais que ça avait vraiment un aspect Guillaume Musso. Pour ceux qui ont lu Guillaume Musso, vous me comprenez. Mais bref, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est vraiment une très belle lecture pour décrocher puis un beau roman d'aventure, quoi. Je lui ai donné la note de 4 sur 5 et un gros, gros merci aux éditions Abbé Michel pour l'envoi. Ensuite, en voyage, j'ai commencé en voyage, le livre, puis je l'ai terminé quand je suis revenue au Québec. C'est Call Me By Your Name de Andrea Siman. Moi, je connaissais beaucoup le livre à cause du film. C'est ça qui m'avait donné le goût d'écouter le film de base. J'avais commencé le film, pas embarqué, je trouvais ça lent, je savais pas où ça s'en allait, il y avait aucun développement, fait que moi j'ai fait, tu sais quoi, je vais lire le livre avant. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que j'ai revu le film par après, puis ça m'a vraiment donné un autre niveau de compréhension du film. Globalement, dans le livre, pour ceux qui connaissent pas, on suit le personnage de Elio qui a 17 ans. À chaque été, il s'en va dans une villa dans Northern Italy. Il vit son été là, puis ensuite il revient dans la maison principale à l'hiver. Et à chaque été, son père, qui est comme un praticien philosophe, je pourrais pas vous dire, il invite des jeunes universitaires à venir travailler chez eux, puis l'aider dans leur maîtrise à eux, mais aussi que eux l'aident dans le travail du père. Et Elio commence à re-questionner ses propres sentiments avec l'arrivée de Oliver.
un jeune universitaire de 24 ans. Puis là, ça vient comme tout re-questionner ce que Elio connaissait, je crois. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Mais il était pas indifférent face à Oliver. Autant, je trouve que le film est beau pour ça. L'esthétique du film est vraiment beau. Les musiques sont super belles. Genre, vraiment, j'adore les musiques de ce film-là. Autant, je trouve que le film va pas assez en profondeur concernant les pensées de Elio. Faut pas oublier que le livre, c'est dans son point de vue à lui. Fait que nous, on a tout accès à ses pensées. Et ce n'est pas un enfant normal. Je m'explique. C'est un enfant de 17 ans qui a énormément de fantasmes, qui a beaucoup de pensées vulgaires, puis le film fait penser que cette relation-là, elle est saine et elle est belle. Et quand on remet dans son contexte, là, c'est un gars mineur de 17 ans qui s'éprend d'un gars de 24 ans, ok? C'est un age gap quand même énorme. Puis avec tous les pensées du personnage, tu fais comme, ok, ce personnage-là, il est tourmenté, là. C'est pas juste une petite amourette de passage par rapport aux vœux. Il, il est comme possédé par ce gars-là. Je trouve que le film a pas bien démontré cet aspect-là. Peut-être plus à la fin, mais vraiment pas au début. Aussi, le livre, il y a vraiment une drôle de manière de commencer son histoire. C'est Elio, pardon, qui raconte les événements qui se sont déjà passés. Fait que quand il raconte l'histoire, c'est déjà arrivé, c'est comme, je pense, des années plus tard. Là, il est comme, je pense que la première fois que je suis tombé amoureux de toi ou que j'ai une pensée pour toi, c'est cette journée-là. Là, ensuite, il fait comme, oh non, je pense que finalement, c'est cette journée-là. Ah, puis je pense aussi que c'est cette journée-là. Fait que ce qui rend la narration linéaire vraiment plus difficile. Le livre est divisé en 3 parties et il n'y a pas de chapitre. Ça a été vraiment dur pour moi parce que d'habitude, ben, un peu comme tout le monde, je crois, dès qu'on a fini de lire un chapitre, on fait comme, bon, je pense que je vais arrêter là. Là, c'était comme des chapitres de 90 pages. Fait que c'était long. Mais à partir de la deuxième partie, la narration linéaire se place. Et là, on sent que c'est comme au jour le jour et non pas les journées sont mêlées dans la narration, tu sais. Fait que sur ce point-là, j'ai quand même aimé ça, même si j'ai trouvé le début vraiment difficile à comprendre. Mais non, c'est ça. Il y a des scènes un peu weird dans ce livre-là. Il y a des pensées que j'étais comme what? Même chose avec mon ami, on se regardait des fois, pis on était comme mais il y a 17 ans, man! Après, regardez-moi bien, je suis pas un gars. Et je ne suis pas un gars homosexuel. Moi, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gars. Je comprends pas en 100% les pensées du personnage de Elio, ok? Et peut-être que pour certaines personnes, c'est venu accrocher. Parce que le livre est quand même bien réputé. Le monde a adoré le film. Et avec raison, moi, j'ai vraiment aimé le film. Je trouve que c'est un beau film. Je trouve juste que l'adaptation est peut-être pas aussi bonne que ce que j'aurais voulu du livre. Après, pour le personnage d'Elio, autant je trouvais qu'il était représentatif de son âge, donc il y avait des pensées comme un petit gars de 17 ans. Des fois, je trouvais que c'était un peu étrange qu'un personnage réagisse comme ça. Après, je pense que ça fait partie du personnage d'avoir justement des pensées un peu maladroites, de pas savoir comment réfléchir, puis de pas savoir comment être dans sa peau. Je trouve que c'était bien représentatif de ça, du petit gars qui est comme Oliver a fait quelque chose chez moi puis je comprends pas, mais j'ai envie de ça avec lui puis j'ai des pensées weird. Je pense que c'est ça, ça faisait partie du personnage. Puis vraiment, il y avait des dialogues vraiment maladroits de la part d'Elio puis d'Oliver, puis j'ai trouvé ça touchant sur ce point-là. Mais vraiment, c'est un beau livre puis c'est une belle recommandation pour la communauté LGBTQ+. Mais malgré tout ce que je vous ai dit, j'ai pas pu le nommer, j'ai pas pu lui donner un 5 sur 5 coup de cœur parce que il y a des pensées qui m'ont dérangée, il y a des moments dans l'histoire qui m'ont dérangée puis qui m'ont rendu vraiment mal à l'aise, mais j'ai quand même aimé l'histoire somme toute. Je suis vraiment déçue parce que le film a pas adapté la fin correctement du livre, puis j'ai beaucoup aimé moi la fin, fait que j'aurais aimé qu'ils le mettent dans le film, mais ils l'ont pas mis. C'est pas grave. Somme toute, j'ai donné au livre un 4.5 sur 5. Ensuite, mon livre du mois, c'est Ariadne de Flora Boukri, qui est comme dans la série De l'autre côté du mythe. Donc, on prend des mythes grecs, puis on les adopte du point de vue féminin. Et là, on a pris le mythe de Thésée, donc avec le Minotaure, le fil d'Ariane. On l'a mis du côté du point de vue de Ariane. Sauf que là, le personnage s'appelle Ariane à la place. Il fait tellement chaud. Il fait 32 dehors en ce moment au Québec où je tourne la vidéo. Puis j'ai fermé mon air clim pour filmer ça. J'ai mal choisi mon moment, comme vous me direz. Je trouve que le livre a bien été adapté. Souvent, quand je lis des réécritures de mythes, c'est assez lourd à lire. Sauf que cette réécriture-là, c'est pour un public young adult. Fait qu'un public plus jeune. Fait que je trouve que l'histoire a été écrite en conséquence, ce qui fait en sorte que c'est moins lourd à lire, puis c'est plus agréable. Par contre, sur ce point-là, c'est qu'ils ont adapté des affaires pour que ce soit compris par les jeunes,
puis pour que justement, je pense, les sujets soient pas trop lourds. Après, il y a des choix qui ont été faits que j'ai vraiment adorés. Il y a d'autres choix que j'ai pas aimés parce que je trouve que c'est pas en concordance avec le mythe original. Après, une réécriture, ça le dit, c'est une adaptation de l'auteur qui fait des choix par rapport au mythe puis qui décide d'en écrire une histoire. Fait que c'est sa version du mythe. Il reste que quand même, il y a des choix que je suis pas d'accord, mais en général, je trouve que c'est une belle adaptation. Je trouve que les personnages aussi sont très bien représentés. Il y a peut-être la romance entre Thésée et Ariane que je suis comme genre, je sais pas. Puis la succession des événements aussi. Moi, je connais moins le mythe de Ariane et de Thésée. Moi, je connais bien plus d'autres mythes que celui-là. Mais de ce que je sais du mythe, oui, autant, comme je disais dans l'adaptation, il y a des affaires qui fonctionnent, mais après, il y a des affaires qui fonctionnent moins bien. Surtout la fin, surtout dans le point de vue de Pacifier, là, je suis comme, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais comme je dis, c'est pour un public young adult. C'est supposé être léger, c'est supposé être appréciable. Puis le but, c'est de présenter un mythe, mais du point de vue féminin, donc du point de vue de Ariane. Puis ça le fait super bien. Puis tu sais, ils ont voulu aussi donner un point de vue à Pacifier parce que c'est quand même une femme importante, Pacifier, qui a un passé assez lourd quand même. Fait que j'ai aimé qu'on lui donne parole, c'est juste que j'ai trouvé que sa parole était un peu étrange et un peu sortie de nulle part. Puis j'ai trouvé la plume vraiment magnifique sur ce point-là parce que c'est adapté pour les jeunes, mais ça reste un côté un peu poétique. On veut garder cette force et cette puissance-là du mythe, mais adapté pour les jeunes. Ce qui fait en sorte que j'ai trouvé que la plume était magnifique pour ça. Tous les livres que je vous ai présentés au début, c'était des livres que j'ai commencé soit pendant mon voyage, puis Ariane, moi, c'était comme mon livre du mois. J'ai un défi sur Instagram que au mois de décembre de l'année d'avant, je décide des 12 livres que je vais lire un par mois par une prompt. Et c'était mon livre du mois, Ariane. Les autres livres que je vais vous présenter sont tous dans la même thématique. C'est soit la communauté LGBTQ+, pour Pride Month, ou des livres de culture autochtone parce que au Québec, c'est le mois Julie autochtone. C'est une initiative qui a été partie en 2020 pendant la pandémie pour promouvoir la littérature autochtone. Et le mois de juin est comme dédié à ce mois-là. Mais moi, j'ai voulu faire un contrebalancier dans peut-être pas contrebalancier, mais dans le sens où comme je voulais calibrer lecture autochtone et lecture LGBTQ+. Fait que les prochains livres, ce n'est que de ces thématiques-là. Il y en a un là-dedans qui est pas à la thématique, mais c'est parce que j'avais besoin d'une pause. Sur ce, je vous présente les livres dans la thématique autochtone et LGBTQ+. Le premier roman pour commencer ce mois-là de littérature autochtone, c'est Le vent en parle encore de Michel Jean. C'est vraiment un livre qui a été vraiment très, très difficile pour moi. Je pleurais à chaque 10 minutes. Je dirais même pas 10 minutes, à chaque 10 pages. Ce qui est à peu près 10 minutes. Mais c'est un livre par rapport aux pensionnats autochtones. Si vous connaissez un peu l'histoire des pensionnats, vous savez à quel point ça a été marquant dans notre histoire. C'est une page horrible. C'est un chapitre vraiment dégueulasse de notre histoire. On peut pas l'oublier parce que c'est arrivé, puis ça ferait juste en sorte qu'on oublie toute la cruauté que les Autochtones ont vécue. Fait qu'on veut pas l'oublier, mais il faut en apprendre davantage. Ça reste une fiction. Ça reste que pour moi, c'était tellement réel. On vit le quotidien de deux jeunes autochtones qui s'appellent Virginie et Marie, qui y vivent quotidiennement dans les pensionnats. Fait qu'on a une vue d'ensemble sur ce qu'ils ont vécu, sur tous les traumatismes qu'ils ont eus, sur toutes les violences qu'ils ont subies, que ce soit sexuelles ou juste physiques. On va rajouter mental aussi, pourquoi pas. C'est juste que, je veux dire, Michel Jean, il est pas parti de loin, là, pour son livre. C'est des trucs que des enfants ont vraiment vécu. Fait qu'il fait en sorte que moi, j'avais vraiment de la misère à lire ce livre-là parce que c'était juste dégueulasse. Donc, dans un premier temps, on suit Virginie, Marie et Charles, qui sont trois enfants qui sont envoyés dans le pensionnat de Fort George en 1953, je crois. Ils ont 14 ans quand ils sont envoyés là. Et sur une autre timeline, on suit Audrey, qui est une avocate, puis qui essaie de retrouver Marie parce que Marie a réussi à se sauver du pensionnat. Elle a jamais gradué de là. Au Québec, ils ont comme reçu une indemnisation. C'est comme une genre de montant d'argent qui sont donnés aux enfants qui ont été pensionnaires de Fort George, puis ils ont droit à des montants d'argent pour compenser tout ce qu'ils ont vécu. On sait que ça fera jamais l'inverse, mais le Québec était comme, bon, sans responsable, on va vous donner de l'argent. Désolée, c'est vraiment passif-agressif. Je suis vraiment désolée. Et donc, c'est ça, elle veut essayer de faire comprendre à Marie qu'elle a le droit
indemnité-là. Fait que là, on va la voir, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Marie, qu'est-ce qui est arrivé à Virginie, qu'est-ce qui est arrivé à Charles. Bref, c'est vraiment difficile à lire. C'est vraiment pas beau, c'est tragique, c'est dramatique, c'est cru. C'est vraiment cru, du début à la fin. Et j'ai quand même donné un 5 sur 5, parce que ça reste un chef-d'œuvre pour moi. Et ça reste un livre que je recommande à tout le monde. Parce que pour éviter qu'on refasse ce qu'on a déjà fait, il faut savoir ce qu'il faut faire pour l'éviter. Puis pour ça, il faut se renseigner sur ce qui est arrivé. Puis je trouve que c'est un bon livre pour se renseigner sur sur les horreurs qu'ont vécu les enfants autochtones à ce moment-là. Il y a encore des gens qui ont survécu au pensionnat, tu sais. Mais quand même, 4000 enfants sont décédés à ce moment-là. Fait que je trouve que c'est important de connaître l'histoire, de se renseigner. Pour moi, la connaissance, c'est le plus important. Avec ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte à quel point la connaissance et le savoir, c'est une arme et c'est quelque chose d'important. Donc, je vous recommande vivement de lire ce livre, même si vous allez avoir le cœur brisé. Je vous le dis tout de suite. Bon, je mets des trigger warnings par contre sur ce livre-là. Je vais pas les nommer parce qu'ils sont écrits au début, mais trigger warning pour âme sensible. Moi, vraiment, ça m'a pris des jours à m'en remettre de cette lecture-là. Ensuite, j'ai lu Plus heureux que jamais de Adam Silvera. Moi, j'avais lu Et ils meurent tous les deux à la fin et j'avais pas trop aimé ça. Puis, je blâme vraiment la traduction. Ce qui fait en sorte que moi, ce livre-là, je voulais vraiment le lire, mais je voulais pas le lire en français. Il y avait juste cette copie-là disponible qui est en français à la bibliothèque où je l'ai loué. Ce qui fait en sorte que j'étais un peu sceptique au début. J'étais comme, nah, je vais lui donner une seconde chance. Vraiment, je suis tellement contente de l'avoir fait. Mon Dieu! Parce que malgré le fait que c'est comme du young adult, malgré le fait que c'est comme encore une histoire gay, malgré le fait que c'est une réalité que j'ai pas vécue parce que l'enfant a vécu beaucoup de traumatismes, c'est le personnage de Aaron. Il vit pas dans le luxe, tu sais. Puis moi, j'ai pas vécu ce qu'il a vécu, fait que ce qui fait en sorte qu'il y a sur certains points, je comprenais moins. Par contre, ce que j'ai aimé de ce livre-là, puis je pense que ce qui est la base du livre, c'est le côté universel de la recherche du bonheur. Parce que des fois, on cherche comment être heureux dans la vie, on essaie de trouver la meilleure façon d'être le plus heureux possible dans sa vie. Mais dans le livre, il y a un institut qui s'appelle l'Éthéo, puis qui promouvoit le fait que tu peux subir une chirurgie pour retirer certains souvenirs, pour vivre plus heureux. Puis c'est dans cet aspect-là que j'aime cette recherche universelle du bonheur parce que on met une trame où, ben, si t'es pas heureux, on peut te faire oublier les mauvais souvenirs. Mais c'est pas ça, la vie. Bref, ça, c'est mon point de vue. Mais bref, ce livre-là est vraiment bon. C'est vraiment adapté pour le young adult, mais ça reste que je trouve que moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Je me sentais attachée au personnage, j'étais attachée à ce qu'il vivait. J'ai eu tellement de la peine sur certains événements que le personnage a vécu. Puis tu sais, tu te dis, c'est un enfant de 17 ans. Comment ça, il a vécu tout ça? Mais la réalité, c'est que quelque part dans le monde, un enfant a vraiment vécu ça, tu sais. Il y a une belle morale au niveau du livre, puis je sais pas, j'ai juste vraiment été touchée par l'histoire de Aaron, puis j'ai aimé comment c'était raconté. C'est Aaron qui raconte l'histoire. Puis j'ai vraiment aimé la relation entre Thomas et Aaron. Genre, c'est une relation qu'on voit pas souvent, mais au-delà du fait qu'ils s'aiment entre amis, il y a un amour qui est tellement pur, qui est tellement propre à eux que tu peux pas dire ah, j'ai déjà vécu cette relation-là avec quelqu'un. C'est tellement une relation à part, mais c'est tellement une belle relation. J'ai vraiment aimé ça. Bref, je sais pas quoi vous dire de plus. Lisez-le. J'ai trouvé que le livre au début était assez enfantin, j'ai accroché moins à la plume, mais plus le livre avançait, plus je m'en colissais de la plume, là. J'étais juste comme, l'histoire est cool. Point. Fait que voilà, je lui ai donné un 5 sur 5 coup de cœur. C'est une histoire auquel je pense souvent récemment parce que vraiment, c'est vraiment un beau livre. Lisez-le. On est rendu à la moitié avec le 9e livre, puis c'est assez rapide. Je vais pas m'éterniser sur ce livre-là parce qu'il est assez court. Mais c'est Kanatut de Natacha Canapé-Fontaine. C'est un recueil de nouvelles par rapport aux légendes et aux mythes de la communauté Innu dont est issue l'autrice. Donc, on se retrouve avec genre 10 petites nouvelles, je crois, sur différentes légendes et contes, comme j'ai dit, de l'univers des Autochtones. Puis, en général, je trouve que Natacha Canapé-Fontaine, elle a une manière d'écrire qui est accrocheuse, qui est poétique, mais qui est vraiment belle à la fois. Tu sais, c'est fou, mais on s'attachait aux personnages rapidement alors que tu fais comme 20 pages, même pas avec eux, tu sais. Fait que ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé découvrir les légendes et les mythes de la communauté. J'ai vraiment pas tant grand chose à dire, mais j'ai aimé ça, tu sais. J'y ai donné un 3.5 sur 5.